Eh oui, encore une fois, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personne qui gagne sa vie avec des petits monstres. Je m'appelle Camille, je suis la propriétaire de l'entreprise Ladybug Phytoprotection. Alors que la plupart des gens éprouvent du dédain pour les insectes, Camille est attirée par eux. Son entreprise, Ladybug Phytoprotection, fait de la gestion intégrée pour les producteurs autorisés dans l'industrie du cannabis. Mais, et c'est la particularité de son approche, Camille offre aussi ses services à monsieur et madame tout le monde. Ladybug est donc une entreprise spécialisée dans la lutte antiparasitaire, mais avec des techniques de contrôle biologique qui utilisent des prédateurs naturels et des produits antiparasitaires approuvés par Santé Canada. Mais la première question, c'est comment devient-on Ladybug? Alors, j'ai toujours été passionnée par la nature en général, donc j'étais prédisposée à aimer les insectes. Puis, vers 20 ans, j'ai fait mon diplôme en horticulture. Ensuite, je suis déménagée en Colombie-Britannique pour me trouver un emploi dans mon domaine. Puis, j'ai rencontré là-bas quelqu'un qui était vraiment passionné d'entomologie. Cette personne-là m'a transmis sa passion pour les insectes. Puis, je suis devenue complètement absorbée par ce passe-temps-là. Puis, pendant plusieurs années, là, je collectionnais puis j'encadrais mes plus beaux spécimens que je trouvais. Donc, puis j'aimais beaucoup l'aspect artistique là, de ce passe-temps-là. Puis éventuellement, mon travail d'horticultrice m'a amenée à travailler dans le cannabis, puis comme responsable de la phytoprotection. Puis j'utilise maintenant les insectes comme arme de défense contre les nuisibles. Donc, au lieu d'encadrer les bébites, je les utilise pour combattre d'autres insectes. Puis, au lieu de les épingler là, avec des épingles, je les regarde au microscope. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui offrent ce genre de service au Québec. D'ailleurs, Camille, quels sont les services de ton entreprise? Oui, donc tout d'abord, c'est sûr que je vends des prédateurs. C'est vraiment le premier service que j'offre, la vente de prédateurs naturels. Ensuite, je fais de l'accompagnement, puis je donne des conseils en lutte biologique. Puis finalement, je peux faire des traitements insecticides en entreprise ou pour des particuliers, mais quand mon horaire me le permet, parce que je suis très occupée. Je roule cette business-là toute seule, donc les traitements insecticides, c'est vraiment quand j'ai le temps. Je me souviens d'avoir lu il y a une vingtaine d'années que les maraîchers chinois, depuis des millénaires, eh bien, ils utilisaient déjà des concepts de lutte intégrée. Par exemple, pour lutter contre un certain type de parasites, le paysan maraîcher louait des canards qui se promenaient dans ses parcelles pour les faire disparaître les parasites en les mangeant. Le loueur de canards, lui, était payé à la journée pour ses canards et quand ces canards travaillaient en plus, en prime, ils n'avaient pas à payer pour leur nourriture puisqu'ils se nourrissaient dans les champs du voisin. C'était une sorte d'économie circulaire avant même que le concept existe. Alors, pour intervenir dans le cannabis et dans les collections privées de plantes, quels sont les grands concepts de la lutte intégrée? La lutte intégrée, vraiment, là, la première chose, c'est la prévention. Donc, on veut prévenir les problèmes au lieu de passer son temps à éteindre des feux un peu partout. Donc, la prévention, ça passe par des installations impeccables. C'est tellement important, la propreté dans une installation de culture de cannabis ou de n'importe quelle autre plante, là. Ça prend aussi un excellent contrôle des paramètres de croissance pour éviter que les plantes soient stressées.
puis éviter qu'on donne les conditions favorables aussi à la prolifération de maladies fongiques et de problèmes de parasites. La prévention, c'est aussi de faire des dépistages rigoureux à toutes les semaines. Ça aussi, c'est très important. Il faut faire des traitements préventifs avec des pesticides homologués pour le cannabis. Puis finalement, la dernière étape, c'est vraiment de faire des introductions préventives d'insectes prédateurs. Puis si tu es super rigoureux dans ton programme préventif de lutte intégrée, il n'y en a pas de problème. C'est super simple, c'est pas compliqué. Faut juste être super minutieux puis bien appliquer tous les principes. Puis il faut surtout pas tourner les coins ronds avec la lutte biologique. Pour travailler efficacement, il faut effectuer une bonne prise de besoin. Alors, comment s'effectue la prise des besoins? Souvent, le client a des attentes, mais ses besoins peuvent être différents de ses attentes. Alors, est-ce possible de travailler à distance, par exemple en échangeant des photos ou des vidéos? Quelles sont les conséquences d'un mauvais diagnostic? Perdre ses tomates, c'est plate, mais perdre une récolte de potes, ça peut coûter très cher car la plus-value dans le cannabis est énorme comparée aux autres types de maraîchage. Alors, comment établir un bon diagnostic? C'est sûr que idéalement, c'est vraiment de se rendre sur place pour bien saisir la situation, puis vraiment évaluer les problèmes, mais surtout de pouvoir voir les installations puis rencontrer l'équipe de production. C'est quand même assez important. C'est important de bien connaître le fonctionnement des opérations parce que les problèmes de maladies et d'insectes, c'est toujours une conséquence directe de la façon dont tu gères ta place. Donc, moi, surtout dans le cas des producteurs, idéalement, je vais me rendre sur place et faire une évaluation. C'est possible de le faire à distance, par contre. Il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est quand même mieux en personne. Surtout dans le cas des problèmes de maladies fongiques. Tu sais, avec les insectes, c'est plus facile parce qu'on peut m'envoyer des photos, des vidéos, mais les maladies fongiques, c'est plus tricky, je dirais. Pour les particuliers, les photos, vidéos, ça suffit. Je peux faire l'identification des ravageurs avec des photos et vidéos, il n'y a pas de problème. Puis de toute façon, les particuliers, c'est pas mal juste des problèmes d'insectes qu'ils ont. C'est très rare qu'il y ait des problèmes de maladies fongiques là, dans les collections personnelles, chez les gens à leur domicile. Mais dans une production, c'est plus complexe, là, comme je disais, puis c'est vraiment bien important de voir l'état des lieux, tu sais. Puis un mauvais diagnostic, ça va entraîner un mauvais plan de match avec les mauvais produits. Puis c'est vraiment important de bien identifier les organismes nuisibles parce que, dépendamment du problème rencontré, les produits ou les prédateurs vont varier. Donc, si tu traites le mauvais problème, ça va directement affecter les revenus de l'entreprise en perte de temps, en perte d'argent, puis en prolongeant le problème pendant plusieurs semaines. Généralement, je charge 100 $ pour une visite ou, pour être bien honnête avec toi, à date, j'ai pas vraiment fait de contrat à distance tant que ça. À date, c'est vraiment, je me suis rendue sur place chez des producteurs dans la région de Montréal, mais j'imagine qu'à l'avenir, tu sais, grâce à ton podcast, ça se peut qu'il y a du monde un peu partout qui me rejoint. D'ailleurs, cette semaine, il y a un gars de Amos qui m'a contacté pour un problème de trips. Puis, tu vois, lui, je suis là, puis je lui donne plein d'infos par courriel, mais il n'y a pas vraiment eu de tarifs, mettons, tu sais, fait que j'y pensais, là, justement, cette semaine, à me faire ça. Donc, mais pour répondre à la question, c'est ça, d'habitude, je charge 100 $ pour une évaluation sur place ou à distance, là, ça peut être fait à distance aussi. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire une première évaluation. Puis là, je vais essayer de saisir un peu quel genre d'intervention qui est nécessaire, puis sur combien de temps ça va s'échelonner.
Puis, je vais donner à peu près un estimé aux gens, là, puis après ça, je vais charger à la visite, tout simplement. Parce que souvent, je me retrouve à essayer d'y aller selon l'horaire des gens. Puis, tu sais, c'est rare que je leur dis, mettons, moi, idéalement, je passerais une journée par semaine. Mais là, à chaque semaine, ça change. Là, il se passe quelque chose, là, eux autres qui n'ont pas le temps, là, ça marche pas. Finalement, j'y vais aux 3 semaines. Fait que, tu sais, c'est difficile de planifier à l'avance comment ça va se passer. Donc, c'est ça. Mon but, c'est vraiment de les éduquer, puis qu'eux, ils soient, comment je pourrais dire, qu'ils soient autonomes à long terme. Fait que ce que je vais faire souvent, c'est que je vais aller rencontrer un producteur, puis là, je vais faire quelques visites successives pendant quelques semaines, puis je vais leur enseigner mes techniques, puis je vais vraiment leur apprendre comment dépister, traiter, etc. Puis, éventuellement, c'est à eux de prendre le relais, puis c'est eux qui vont s'en occuper. Tu sais, je peux faire de la formation d'employés aussi. Donc, c'est vraiment ça, là, mon but. Mais c'est sûr que ça nécessite qu'au début, c'est moi qui vais y aller, puis qui va faire les traitements pour peut-être mettre la situation, reprendre un contrôle sur la situation. Puis là, quand les problèmes sont amoindris, bien là, eux autres, ils peuvent prendre le relais. Pour bien comprendre avec un peu de recul, j'ai demandé à Camille de nous présenter un cas de figure précis, mais de façon anonyme. Je voulais comprendre les étapes du diagnostic au résultat, en bout de course, en passant par la solution déployée, le rythme des introductions, le taux d'efficacité, les quantités utilisées, les conditions idéales. Tout le tralala, quoi. Donc, je vais te parler dans le fond, de ma toute première bataille que j'ai entreprise au début de ma carrière de technicienne en phyto. À l'époque, je travaillais chez un producteur avec les vieilles licences médicales là, qui avait une super grande superficie de culture. Donc, il y avait plusieurs pièces de floraison et une pièce de végétation. Puis quand j'ai pris en charge la phyto à cet endroit-là, c'était vraiment l'hécatombe. Il y avait de l'oïdium, du pythium, des thrips, des tétraniques, des cyarides. À un moment, il y a même eu des tarsonèmes. Tu sais, c'était vraiment là, infesté l'enfer. Donc, j'ai réussi à complètement éradiquer le problème seulement avec la lutte bio, mais ça a été très, très long. Sans vouloir critiquer mon employeur de l'époque, il faut dire que je me battais un petit peu contre eux également. Personne ne faisait vraiment attention à la contamination croisée. Puis les problèmes auraient été réglés plus tôt si les employés et la direction avaient fait un peu plus attention. C'est souvent le problème dans les productions un peu plus artisanales. Tu sais, il n'y a pas de protocole en place, puis tout le monde rentre et sort des pièces un peu n'importe comment, sans se soucier de la contamination. Puis ça rend le travail du responsable de la phytoprotection vraiment très compliqué. Fait que j'ai commencé par nettoyer la salle de végétation, les plants-mères, puis les clones. Comme les problèmes arrivent souvent avec les boutures, ben on a pris en charge l'aspect propagation aussi. Donc moi, j'ai commencé à m'occuper des plantes-mères puis à cloner ces plantes-là. Puis j'ai vraiment focusé sur la salle de propagation en premier. Puis, je me suis débarrassée des ravageurs puis des maladies sur les plantes mères. Ensuite, on a commencé à produire des clones sains, donc sans maladies et sans insectes. Puis, à partir de là, chaque nouvelle salle était beaucoup moins infestée que la précédente. Puis, j'ai installé un programme de plusieurs traitements insecticides et fongicides préventifs ou curatifs pour chaque nouvelle pièce qu'on remplissait, puis j'y mettais des prédateurs pour les thrips, les cyarides et les tétraniques en début de culture. Si je trouvais des foyers d'infestation en cours de floraison, bien là, je faisais une introduction ciblée ou des traitements ciblés là, sur seulement quelques plantes, là où il y avait un foyer d'infestation. Puis le processus au complet pour se débarrasser de vraiment tous les problèmes dans cet endroit-là, ça a duré presque 1 an. Ça a été très, très long, mais j'ai vraiment appris énormément durant ce temps-là. C'est ma carrière de technicienne en phyto, c'est vraiment bâti à ce moment-là parce que ça a été très long puis j'ai travaillé très fort. Donc, c'est ça. Ça a pris environ 9 à 12 mois, là, si je me souviens bien. Puis,
On a continué à avoir des petites éclosions ici et là pendant plusieurs semaines parce que, tu sais, c'est ça, dans une grosse place comme ça, avec beaucoup d'employés et pas de protocole, souvent il y avait des petites éclosions là, un peu partout. Puis éventuellement, au bout de plusieurs mois de travail acharné, j'ai finalement réussi à m'en débarrasser en utilisant que des pesticides bio et des auxiliaires. Mais ça a été long, puis ça a été énormément de travail. Puis honnêtement, c'est vraiment une des plus grandes fiertés là, de ma carrière d'horticultrice. Le site de Ladybug affirme que l'industrie du cannabis étant maintenant régie sévèrement par Santé Canada, les méthodes de lutte biologique et de lutte intégrée sont les seules options viables pour les cultivateurs. Alors, comment réconcilier cette affirmation avec la liste des 96 produits agrotoxiques permis par Santé Canada? Ben écoute, là-dessus, je te dirais que, bon, comme je suis pas chimiste, ça va être difficile pour moi de donner un avis scientifique là, sur le sujet. Je sais pas au niveau chimique comment les pesticides fonctionnent, mais je te dirais que de ce que je sais, Santé Canada est beaucoup plus sévère avec la culture du cannabis en ce qui a trait aux pesticides comparé à la culture agroalimentaire. Les cahiers de charges sont extrêmement rigoureux, puis les producteurs licenciés sont régis aux mêmes standards que les laboratoires parce que c'est considéré comme un médicament. Mais à mon avis, c'est assez étrange que Santé Canada permette l'utilisation de produits toxiques en agroalimentaire, mais pas dans le cannabis. Je m'explique pas vraiment pourquoi, mais en fait, c'est ça. Ça s'explique probablement parce que le fait que la majorité des pesticides utilisés pour combattre les organismes nuisibles sont assimilés par l'estomac. Mais dans le cannabis, il y a une combustion. Donc, ces produits-là vont réagir différemment. D'après moi, ça, c'est un élément de réponse. Aussi, le cannabis, c'est traité comme un médicament, donc c'est plus sévère, c'est vraiment comme dans un laboratoire. Les pesticides utilisés dans les productions de cannabis, c'est les mêmes pesticides que ceux utilisés en culture biologique. Puis finalement, je pense aussi que les ravageurs de culture, c'est plus facilement contrôlé en culture abritée, comme c'est le cas pour la majorité des cultivateurs de cannabis. Dans les champs, les pesticides bio puis les prédateurs, c'est un peu moins efficace que les pesticides chimiques. C'est très malheureux parce que les pesticides chimiques ont vraiment un impact épouvantable sur les insectes pollinisateurs et sur la santé et l'environnement. Mais c'est plus facile de contrôler les organismes nuisibles dans un endroit fermé. Donc, j'imagine que les produits bio puis les prédateurs, c'est plus adapté justement à une culture abritée. C'est vraiment tout ce que je peux dire là-dessus, parce que c'est ça, j'aimerais connaître vraiment la chimie, là, comment ça fonctionne au niveau chimique. OK, les auxiliaires, maintenant, on sait que ça fonctionne, mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui peuvent être utilisés? Plusieurs dizaines, voire une centaine d'auxiliaires qu'on peut utiliser dans toute culture confondue. Là. Je ne parle pas nécessairement juste dans le cannabis, mais justement dans le cannabis, c'est pas tous ces auxiliaires-là qu'on va utiliser. Moi, sur mon site Internet, j'en ai, je pense, environ une quinzaine qui sont autant utilisés pour les plantes d'intérieur que dans le cannabis. Mais du côté producteur de mon site web, j'ai une beaucoup plus grande sélection parce que, justement, il y a des auxiliaires qu'on va utiliser en serre qui sont vraiment adaptés à une utilisation en serre, qui ne sont pas nécessairement adaptés à une utilisation à la maison. Fait que du côté producteur, je dois en avoir à peu près au moins 25. Là. C'est incroyable quand on y pense bien que des particuliers, des madames, des messieurs comme vous et moi, eh bien que nous ayons accès à des outils aussi raffinés que ceux que peuvent utiliser les producteurs autorisés de l'industrie du cannabis. Mais, j'ai voulu savoir s'il y avait des auxiliaires que Ladybug ne recommande pas pour les particuliers, les gens qui cultivent dans leur sous-sol ou leur salon. Il y a une petite coccinelle qui s'appelle le Stetorus
Punctillum. C'est une petite coccinelle noire super cute. Ça mange les tétraniques. C'est bon en prévention à utiliser sur des plantes mères ou en propagation. Puis ça, j'utiliserais pas ça à la maison parce que c'est un insecte qui est quand même plus gros, puis ça vole, tu sais. Donc, la majorité des gens sont dégoûtés par les insectes, fait qu'ils ne voudraient pas avoir une petite coccinelle qui se promène dans leur maison. Fait que ça je ne l'ai pas du côté particulier, mais je l'ai du côté producteur, puis ça fonctionne très bien. Moi, je les ai utilisés dans le passé, puis moi, je les trouve très jolies, ces petites coccinelles-là. Alors, dans quel cas vaut-il mieux acheter en vrac plutôt qu'en sachet? Les sachets et le vrac, à la base, c'est pas mal le même produit. Donc, tu vas avoir un support, c'est du son. Là-dedans, il va y avoir des acariens factices, donc des acariens qui servent de proie aux acariens prédateurs qui vont les nourrir durant le transport ou pendant qu'ils sont dans les contenants. Le vrac, c'est du vrac. Donc, le son, il est en vrac, ça vient dans un contenant, puis c'est vraiment en vrac. Puis, il va y avoir majoritairement des adultes là-dedans. Puis ça sert à introduire plusieurs milliers d'individus d'un seul coup dans une grosse infestation. Les sachets, c'est à peu près le même principe, mais le média et les acariens vont être dans un sachet, puis il y a un petit trou dans le sachet, puis là, il y a quelques adultes qui vont sortir tranquillement, pas vite, à tous les jours des sachets. Puis c'est plus pour une utilisation en prévention. Puis c'est ça, c'est comme un relâchement lent. Dans les sachets aussi, il va y avoir des œufs, ce qui veut dire qu'il va y avoir des adultes qui vont sortir des sachets pendant une plus longue période versus le vrac, que c'est que des adultes pratiquement, puis c'est vraiment pour donner un gros coup dans une grosse infestation. Les sachets sont beaucoup plus facilement manipulables que le vrac, parce que le vrac, ça vient dans un contenant, puis il faut prendre une petite cuillère, puis aller mettre ça un tout petit peu partout sur les feuilles. Puis souvent, ça va tomber un peu par terre, puis il faut faire attention de ne pas en mettre dans les fleurs aussi. Fait que moi, personnellement, j'aime mieux utiliser les sachets, puis c'est vraiment pour prévenir plus que d'autres choses, tandis que le vrac, c'est ça, ça va être dans une grosse infestation pour donner un gros coup tout de suite. Moi, j'achète en gros. Puisque je vends principalement à des particuliers, un particulier ne peut pas aller chez mon fournisseur, mettons, puis aller acheter 100 sachets, parce qu'il y a des quantités minimum, tu sais, c'est 100, 200 sachets, 20 000, 25 000, 50 000 individus, puis ça, c'est des quantités qui sont bien trop grosses pour un particulier. C'est pour ça que moi, j'ai parti de cette business-là, c'est pour pouvoir fournir des prédateurs aux particuliers. Fait que moi, je fais des grosses commandes, je vais en chercher plein. Puis là, je les sépare en petites quantités, puis je les revends à des particuliers. Fait que ça donne accès à des gens qui ne sont pas des producteurs, puis des gens qui travaillent dans des serres ou des productions horticoles aux prédateurs. Exemple, si j'achète un 200 sachets, ben là, je vais le diviser en soit des petites portions de 10 sachets, 20 sachets, 30 sachets. Puis c'est la même chose pour le vrac. J'achète des grosses quantités de vrac, puis là, je les divise en plus petites portions. Le vrac, c'est ça, je vais les mettre dans des petits contenants de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 individus. Je me rappelle d'avoir appelé Camille pour préparer l'entrevue, et elle m'a répondu en s'excusant, car elle devait courir après des auxiliaires qui s'étaient échappés pendant la mise en sachet. En discutant avec elle, j'ai réalisé que le froid ralentissait les auxiliaires. Ils sont donc plus dociles quand ils sont gelés. Non, pas gelés comme dans cannabis, mais gelés comme dans avoir voyagé dans la soute d'un avion, par exemple, ou sortir d'une chambre froide. OK, on commence à comprendre comment fonctionne la lutte intégrée. Mais est-il possible de faire de la prévention plutôt que de simplement réagir au problème?
Absolument, oui, oui. Prévention à 100%. C'est tellement, tellement plus simple de prévenir que de guérir, puis c'est aussi beaucoup moins cher en heures travaillées, puis en produits, puis en ressources. Puis oui, j'ai beaucoup, beaucoup de clients qui achètent préventivement, puis je te dirais même que la majorité des producteurs à qui je vends des prédateurs, c'est vraiment des quantités préventives. C'est juste, c'est en début de culture, ils vont mettre une quantité d'insectes prédateurs pour prévenir les problèmes, puis that's it. Donc, on met une quantité de prédateurs en début de culture pour prévenir au cas où il y aurait une contamination. Puis, même chose en propagation. Tu sais, exemple, dans les plants mer, moi, je mets des acariens puis des prédateurs là-dedans à l'année longue. Il y a toujours des insectes prédateurs dans les plantes mer, dans les clones, dans les plantes en végétation. Puis, habituellement, je vais faire ma dernière introduction vers la 2e, 3e semaine de floraison. Puis après ça, tu sais, si on a bien fait les choses jusqu'ici, qu'il n'y a pas de problème, ben il n'y en aura pas plus tard, tu sais. Puis là, justement, il y a des insectes prédateurs en floraison jusqu'à la fin. Puis s'il y a une contamination, une petite contamination, ben il y a une grosse armée de prédateurs qui est là pour empêcher que ça devienne hors de contrôle. Pour prévenir, moi j'offre un trio préventif, c'est les Stratiolaps simitus. C'est un petit acarien de sol qui va prévenir et traiter les infestations de sciarides, les pupes de trips, les cochenilles de racines, puis tous les petits ravageurs du sol. Puis ces acariens-là, ils s'établissent à long terme aussi dans les plantes, fait que ça c'est super cool. Puis il y a aussi 2 acariens de feuillage que je vais utiliser, les Amblysseus californicus puis les Neoceulus cucumeris. Ces 2-là ensemble vont prévenir les infestations de tétraniques et de trips. Fait que ces 3-là vont prévenir la majorité des infestations, la majorité des ravageurs en fait qu'on va retrouver dans les plantes intérieures mais aussi dans le cannabis. Et ça coûte combien un petit ensemble, hein, un petit kit de prévention? Ah, c'est super pas cher, honnêtement. Les Stratiolaps et les Cucumeris, c'est vraiment pas cher. Les Californicus pour les tétraniques, c'est un tout petit peu plus cher. Mais ben là, ça dépend aussi si tu me dis, parce qu'au Québec, mettons, quelqu'un qui a une petite production à la maison, c'est quoi, c'est 4 plantes, techniquement? Fait que c'est à peu près environ 35 $ pour 4 plantes. Puis, mais, tu sais, là, t'en as plus qu'assez. Il y en a vraiment beaucoup pour 4 plantes. Puis ça, c'est mes quantités minimum, en fait. Et les humains peuvent-ils souffrir de la présence des auxiliaires? Quand tu travailles dans une culture de cannabis avec une licence de Santé Canada, les auxiliaires, tu les laisses à la job. Et quand tu cultives légalement dans ton sous-sol avec une licence médicale, tu vis littéralement avec tes bébites. Alors, comment se passe cette cohabitation? Ça se passe très bien. La majorité des gens ne vont pas du tout voir les prédateurs parce que la majorité des prédateurs, en fait, c'est des petits acariens puis c'est absolument minuscule. C'est pratiquement invisible à l'œil nu. Il faut vraiment regarder le sachet pendant 15 minutes pour en voir un minuscule sortir. Là. Fait qu'on les voit pas. Puis c'est pas dangereux non plus pour la santé des humains ni des animaux. La seule chose, c'est que dans les acariens, comme je t'expliquais tantôt, il y a du son, puis il y a aussi un peu de levure là-dedans. Puis ça peut... Les gens qui sont prédisposés à avoir des allergies aux acariens puis aux poussières, ils peuvent être un tout petit peu affectés par ça. Mais c'est pas dangereux, c'est juste un petit peu fatigant. C'est comme si tu faisais une allergie à la poussière. Là. Mais sinon, à part de ça, les prédateurs, c'est pas des suceurs de sang comme les tiques ou quoi que ce soit. Donc, ils vont pas s'attaquer aux humains ni aux animaux. Puis, on va pas vraiment les voir parce qu'ils sont vraiment minuscules. Puis, ça se cache, les prédateurs aussi. Souvent, même ceux qui sont plus gros, moi, je vais les installer dans les plantes. Après ça, j'ai perte de vue, j'y revois plus. Tu sais, c'est vraiment difficile de les voir. On les voit pas, puis on se rend pas compte qu'ils sont là. En fait, on se rend compte qu'ils sont là parce qu'on voit que
les problèmes diminuent, puis la présence de ravageurs diminue, mais visuellement, on ne va pas les voir. Oui, donc les insectes ne vont pas persister dans le temps du tout. Ces insectes-là se nourrissent d'insectes ravageurs. S'il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de ravageurs. Ça ne va pas manger, ça ne mange pas, c'est pas des insectes qui mangent la poussière ou les peaux mortes, ces affaires-là. Donc, c'est pas comme les acariens qu'on a dans notre environnement. Ils vont disparaître. Ils vont mourir, tout simplement, puis ils vont disparaître. OK. Maintenant, on peut se poser une question plus générique. Est-ce qu'il y a des nouveaux auxiliaires qui pourraient apparaître au cours des prochaines années? Je sais qu'aux États-Unis, ils ont une plus grande sélection que nous ici au Canada parce qu'ils ont plusieurs sortes de climats différents, donc ils ont une plus grande sélection. Mais au Canada, à date, moi, je trouve que ce qu'on a sur le marché, ça fait très bien la job. Par contre, il y a un nouvel acarien qui s'appelle Anistis, qui est nouvellement sur le marché canadien. Puis c'est un acarien rouge, mais énorme, il est très gros. Lui, on peut facilement le voir à l'œil nu. Puis il semblerait que cet acarien-là c'est un généraliste. Il s'attaque aux pucerons, aux cochenilles, aux thrips, aux tétraniques, à peu près tous les insectes ravageurs qu'on peut avoir dans les plantes intérieures, mais aussi dans le cannabis. Puis j'ai très hâte de l'essayer. Moi, en ce moment, je ne l'ai pas encore sur ma liste de produits parce qu'il est assez dispendieux, puis je ne l'ai pas encore testé moi-même, mais je l'ai vu la semaine passée quand je suis allée au Serre-Lavoie, justement, porter mes commandes de prédateurs. Il y avait un sac, puis je suis tombée là-dessus, puis j'étais sur le cul, excuse-moi l'expression. Là. Il est tellement gros, cet acarien-là, puis il est super beau, il est tout rouge, vif, pétant, puis il marche vite. Fait que j'avais pas l'intention de le rajouter sur ma liste, mais quand je l'ai vu, j'ai fait comme « Oh my God, c'est quoi cette bébite-là? » Puis ça m'a vraiment donné le goût d'en commander juste pour le tester. Fait que ça se pourrait très bien que je le rajoute sur ma liste prochainement. Comment savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que Ladybug fait des tests, par exemple? Les auxiliaires, moi, je les ai testés au cours de ma carrière, je dirais, où j'ai travaillé précédemment, dans des grosses productions. Fait que, quand je dis faire des tests, c'est plus en fait faire des vidéos parce que j'aime ça, produire du contenu pour ma communauté, là, Ladybug. Puis, donc, c'est ça que je veux dire par test. Les acariens que moi je vends, que j'utilise, je les ai testés moi-même dans un environnement au travail. Je sais que ça fonctionne. Donc, je ne fais plus vraiment des tests, mais ici, dans mon bureau, j'ai une tente de culture avec des plantes sur lesquelles je cultive carrément des ravageurs. Donc là-dedans, j'ai des tétraniques, j'ai 2 sortes de thrips différentes. J'ai des petits acariens microscopiques qui s'appellent des Brevipalpus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En tout cas, j'ai toutes sortes d'affaires là-dedans. Puis, tu sais, je les cultive là, parce que je veux en avoir sous la main en tout temps pour pouvoir faire des batailles de prédateurs et de ravageurs, puis prendre des photos, faire un peu des fiches descriptives, puis des vidéos, pouvoir mettre ça en ligne pour justement ma communauté. C'est plus par ça que je veux dire quand je fais des tests. J'ai bien du fun avec ça. Moi, je les regarde au microscope. J'ai des petits plats pétris là, qu'on utilise en laboratoire. Puis là, je mets des ravageurs et des prédateurs là-dedans. Puis je les regarde interagir ensemble. Puis je les regarde s'attaquer l'un l'autre. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas. Des fois, j'ai l'impression qu'ils sont comme pas dans un environnement naturel. Ils sont forcés à se rencontrer. Fait que leur comportement est pas pareil dans mon petit plat de pétri qu'il le serait sur une plante s'ils étaient en liberté. T'sais. Fait que ça, c'est intéressant de voir ça aussi. Mais j'organise vraiment ces combats-là pour pouvoir les filmer puis pour pouvoir partager ça après sur mes réseaux sociaux. Oui, Ladybug a maintenant une chaîne YouTube. Pourquoi? Et quel genre de contenu va-t-on y retrouver?
La chaîne YouTube, ça fait à peu près 1 mois et demi là, que j'ai commencé à être active dessus. Donc, mon but, ça va être de mettre des vidéos le plus souvent possible sur... je veux faire des vidéos sur tous les ravageurs pour expliquer comment ils fonctionnent, c'est quoi leur cycle de vie, c'est quoi les dommages, etc., etc. Tous les prédateurs également, pour expliquer comment les utiliser et leur cycle de vie à eux aussi. Je veux faire des vidéos de traitement de plantes, comment traiter une plante dépendamment de quelle sorte de ravageur dans cette plante-là. Puis également, je vais faire aussi des petites vidéos random sur... justement, des fois, il y a des champignons qui poussent. C'est vraiment... tout d'un coup comme ça dans une plante d'intérieur. Bon, mais qu'est-ce que c'est ça, ce champignon-là? Des trucs comme ça qui sont liés de près ou de loin à la protection. J'ai pas vraiment de stratégie, puis je te dirais que les vidéos, dans le fond, là, c'est vraiment à la base, c'est pour éduquer les gens. Moi, quand j'ai parti ma compagnie, c'était d'abord pour... là, je parle de l'aspect particulier des choses, là. C'était d'abord pour aider les gens, parce que j'étais sur des groupes de plantes. Étant horticultrice, j'ai beaucoup de plantes chez moi, puis je suis sur tous les groupes Facebook de plantes et Instagram et tout ça, puis je voyais beaucoup de monde qui avait des problèmes de ravageurs puis qui ne savait pas quoi faire avec. T'sais. Puis moi, c'est ma profession, c'est ça que je fais dans la vie, fait que je me suis dit, je vais les aider. C'est comme ça que Ladybug est né, le groupe Facebook Ladybug est né. Puis, sur ce groupe-là, c'est principalement monsieur, madame, tout le monde qui ont des collections de plantes, puis qui ont des problèmes avec leurs plantes, puis qui veulent savoir comment gérer ça. Que ce soit avec des traitements insecticides ou avec des prédateurs. Fait que les vidéos, moi, c'est surtout pour ça. C'est vraiment pour aider, éduquer les gens. Puis c'est sûr qu'à travers les vidéos, ben, ça va créer un engouement pour mes réseaux sociaux puis pour mon entreprise, mais vraiment, la raison numéro 1 des vidéos, c'est vraiment pour aider le monde puis les éduquer, tout simplement. Puis, tu sais, un peu vulgariser, là, puis, tu sais, expliquer comment ça fonctionne, les bébites, mais dans un langage, tu sais, un langage normal, pas un langage scientifique que personne comprend. Quand j'ai contacté Camille initialement, je pensais que tous ses clients étaient des producteurs autorisés avec une licence de Santé Canada. Dans la vraie vie, les choses arrivent pour toutes sortes de raisons. Quand j'ai parti l'entreprise, il y a 1 an, 1 an et demi, je travaillais beaucoup avec des producteurs. Puis éventuellement, la partie particulière de l'entreprise est devenue tellement grosse, puis ça a pris tellement d'espace qu'il a fallu que je fasse un choix. Fait que je me suis comme plus concentrée sur la partie particulière. Fait que maintenant, je te dirais que, tu sais, 85% de mes clients, c'est des particuliers. Puis un petit 15% que là, c'est des plus grosses commandes pour quelques producteurs. Mais c'est principalement des producteurs que je connais, des amis, des gens que j'ai connus dans le milieu du cannabis depuis 10 ans. C'est vraiment... c'est sûr qu'il y en a une fois de temps en temps qui me contactent, qui m'ont trouvé comme ça sur Internet ou via le groupe Facebook. Mais ça, c'est des plus petits producteurs. C'est pas des producteurs licenciés. Parce que, tu sais, comme je t'avais expliqué, les producteurs licenciés, eux, ils ont quelqu'un sur place. Bien, ils devraient, en principe, avoir quelqu'un sur place qui est formé et qui s'occupe rien de ça. Fait que c'est pas nécessairement eux qui vont... solliciter mes services. Mais c'est ça, les producteurs avec qui je travaille, c'est soit des petits micro-producteurs ou du monde qui ont encore les vieilles licences de médical. Dans une autre vie, j'ai eu la chance d'aller observer des maringouins à l'Institut tropical d'Anvers, Antwerpen ou Anvers. J'avais besoin de comprendre de quoi ils avaient l'air sous un microscope et j'étais allé les observer avec une dessinatrice. À cette époque-là, les microscopes n'étaient pas asservis à des téléphones. C'était pour faire un masque pour une publicité. Le produit s'appelait en flamand Murenmelk, ou le lait moustique. Il avait la forme d'un bâtonnet avec une bille, un peu comme les anti-sudorifiques. Le concept était simple, poursuivi par un vampire avec une tête de maringouin. Et alors qu'elle va se faire piquer, l'héroïne prend le bâtonnet et se trace une croix sur la poitrine.
C'était drôle. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est laid, un maringouin en gros plan, c'est très laid. Alors j'ai voulu savoir si Camille, elle, avait un auxiliaire favori et pourquoi. Je te parlais du Stratiolelaps simitus un peu plus tôt. Ça, c'est un petit acarien de sol qui est super versatile, puis il est pas cher, puis il s'établit à long terme dans les plantes. C'est ça que j'aime beaucoup de celui-là. Donc, il va combattre un paquet de différents ravageurs de sol. Puis c'est ça, il survit. Fait qu'on le met une fois, puis il prolifère, il va se reproduire. Puis s'il n'y a pas de proie pour lui, ben, il va aussi se nourrir de matière organique, d'algues, de déchets végétaux. Donc, c'est la raison pour laquelle il se reproduit puis il s'établit à long terme. Parce que même s'il n'y a pas de poids, il peut se reproduire puis il peut se nourrir. Fait que ça, j'aime bien ça. Puis, aussi, il y a la menthe religieuse que j'offre en saison, seulement durant l'été. Mais ça, c'est plus pour sa grâce et sa férocité et sa beauté que son efficacité, parce que c'est vraiment un insecte qui me fascine. Puis souvent, quand j'en commande, je vais me garder une petite hôtèque à la maison, puis je vais la laisser, je vais la faire éclore dans un aquarium, puis on va garder une ou deux menthes religieuses dans l'aquarium pour que moi puis ma fille, on puisse la nourrir quotidiennement avec des mouches puis des fourmis, puis on la regarde aller là, pendant quelques semaines. Et évidemment, comment résister à la tentation de la question inverse? C'est quoi l'auxiliaire que Camille aime le moins ou qu'elle trouve le moins beau? Je dirais les larves de chrysope. C'est pas très beau. C'est pas un bel insecte à l'état larvaire. Par contre, quand ça devient adulte, c'est super beau. C'est un petit... Ça ressemble un peu... c'est comme un petit insecte volant. Ça ressemble un peu à une demoiselle, là. Tu sais, les petites libellules là, toutes fines, là. Ça ressemble un tout petit peu à ça. Ça a un corps vert, des ailes vertes, puis des yeux brillants et dorés. C'est comme un petit bijou. C'est super cute à l'état adulte. Mais à l'état larvaire, c'est vraiment pas beau. C'est une espèce de larve avec des pattes, puis il y a comme deux espèces de grands crochets en avant, là, puis c'est vraiment pas un bel insecte. Mais c'est très petit, par exemple. Quand on en a dans les plantes, on les voit pas vraiment. Puis si on les voit, on verra pas les détails super bien, à moins de le regarder avec une loupe ou un microscope. Mais ouais, c'est pas mal le plus laid. OK, c'est le temps d'être pratique. Quelle est la question que les gens devraient se poser? Quelle est la question que je devrais me poser pour savoir si j'ai besoin des services de Ladybug? Ben, est-ce que je vais attendre qu'il y ait un problème dans mes plantes ou je vais essayer de prendre les devants puis je vais monter une petite armée de prédateurs dans mes plantes avant qu'il y ait un problème? Puis il y en a beaucoup qui se la posent, cette question-là. J'en ai quand même beaucoup des clients qui me contactent pour faire de la prévention, tout simplement, puis qui veulent juste avoir des petites bébites. Le cannabis, c'est bien, mais pour l'instant, le législateur québécois tient à interdire la pratique des 4 plants maison pour le citoyen normal. Cela ne veut pas dire que les Québécois ne font rien pousser à la maison. Dans les dernières années, il y a un tout nouveau, ben c'est pas nouveau, mais l'engouement pour les plantes d'intérieur a vraiment explosé. Surtout depuis le début de la pandémie, parce que le monde se sont trouvés à la maison à avoir rien à faire. Puis là, il y a beaucoup de nouveaux jardiniers qui se sont formés, puis des gens qui se sont découvert une passion pour le jardinage puis les plantes d'intérieur. Puis maintenant, les collections personnelles de plantes d'intérieur à la maison, c'est plus juste un petit palmier puis des petites plantes ordinaires. Il y a un gros marché de plantes rares importées qui coûtent vraiment les yeux de la tête. Il y a des collections de cactus hallucinantes dans des sous-sols avec des lumières artificielles. Puis, tu sais, je te dirais, moi, j'ai des clients qui ont vraiment des collections de plantes absolument impressionnantes de plusieurs milliers de dollars. Okay? Puis, j'exagère pas du tout. Donc, justement, ces gens-là, ils ont tout intérêt à faire de la prévention parce qu'ils ont dépensé des sommes astronomiques en équipement, en setup, puis en plantes pour leur hobby, dans le fond. C'est très sérieux.
Écoute, il y a du monde qui ont ils ont des mini-serres dans le sous-sol ou même à l'extérieur. Tu sais, ça peut être des retraités qui ont des collections d'orchidées de fous, là, tu sais, vraiment des orchidées rares, importées, tout ça. Il y a beaucoup de collections de cactus et succulentes. Et il y a un gros, il y a un gros engouement pour les Hoya aussi. Il y a des groupes Facebook juste de Hoya. Puis, il y a plusieurs dizaines d'espèces de Hoya. Puis, les fleurs, puis là, la pollinisation là-dedans. Puis là, ils cherchent des insectes pour polliniser leurs fleurs. Puis, en tout cas, c'est super cool. Il y a vraiment un nouveau marché de plantes d'intérieur. Vraiment trippant. Et voilà, c'était le 98e épisode de Top Pot. Je tiens à remercier l'entreprise Ladybug et Camille pour leur générosité. On a d'ailleurs prévu de faire un autre épisode vidéo, cette fois-ci, dans quelques mois, où j'irai avec Top Pot donc suivre Camille chez un producteur québécois de cannabis. On la verra donc en pleine action. À suivre. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.